peut aujourd'hui nous prouver que le président Kabila était à Goma? Ça, c'est de 1. De 2, même s'il y était, qui peut aujourd'hui nous dire en quoi est-ce que ça constituerait une infraction? Les prêtres de la SENCO, quand ils ont commencé leur mission salvatrice, justement, ils ont sillonné, ils sont allés à Goma. Ils ont rencontré Corneille Nangaa et les forces de l'AFC. Ils sont allés même au Rwanda. Ils ont été reçus par le président Kagame. Ils sont allés rencontrer le président Ruto. Et puis, ils sont rentrés. Devrait-il aussi être sanctionné? La Goma, est-ce que le régime est en train de nous dire aujourd'hui que Goma ne fait plus partie de la RDC? Donc tout Congolais qui se retrouverait à Goma n'est plus Congolais? Madame, de quoi est-ce qu'on parle? Mais dans ces cas-là, vous ne pensez pas que le PPRD devrait lui-même demander une enquête internationale et indépendante, alors, dans ce cas-là? Une enquête. Ce que nous demandons, nous autres, nous du PPRD, nous du FCC, c'est que justement que la communauté internationale fasse quelque chose. Je vous parle ici d'un régime dictatorial qui est en train de pousser des racines et la communauté internationale ne dit rien. Où sont les sanctions? Où sont les enquêtes? Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Vous ne l'avez pas manqué, en République démocratique du Congo, les sénateurs ont voté ce jeudi 22 mai pour la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, ancien président et aujourd'hui sénateur à vie. Et pour en parler ce soir de cette mesure inédite, nous recevons Sandra Nkoulou. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes la coordinatrice du PPRD Diaspora et madame Koulou, justement, le résultat est très clair. 88 voix pour, 5 contre et 3 abstentions. Donc la justice militaire peut donc désormais engager des poursuites contre votre président, justement, Joseph Kabila. Comment vous avez accueilli justement cette réponse? Madame, il faut qu'on le dise, c'était en réalité sans surprise. Parce que vous savez, avec le régime qui s'est installé en RDC, depuis quelques années maintenant, c'est en réalité une tyrannie. C'est en réalité une dictature. Et donc, il ne respecte pas la Constitution, il ne respecte aucune règle établie. Donc, ce qui est arrivé hier, pour nous, n'est pas du tout une surprise. Et justement, vous avez dit que, pour vous, vous avez employé le terme même de persécution publique. Pourquoi vous soutenez ces termes et même de tyrannie ? Nous le disons parce qu'en réalité, c'est vrai. Si on observe la situation aujourd'hui, madame, je ne vous apprends rien du tout. Vous êtes journaliste, vous êtes très bien informé. Si on observe la situation en RDC depuis, disons, les 6 dernières années, vous allez voir que nous sommes allés de violation en constitution en violation en constitution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la République se retrouve dans une crise, une grave crise. Tout part, madame, du coup d'État constitutionnel. Déjà, lorsque le régime en place organise un coup d'État constitutionnel où on organise un changement, la majorité parlementaire, madame, bascule en plein mandat, la majorité va d'un camp à un autre, madame, quel est l'autre mot si ce n'est pas une dictature, si ce n'est pas de la tyrannie? Et ça a continué comme ça, crescendo. Ils ont organisé des élections, un simulacre d'élections, beaucoup de tricheries. Pendant que la loi prévoit que le scrutin se passe en une journée, madame, le vote s'est étalé sur 7 jours, où il y avait des gens qui avaient des machines à voter à domicile. Avec tout ça, madame, qu'est-ce que nous pouvons dire si ce n'est la fraude, si ce n'est la tyrannie? Donc ce résultat vous a vraiment surpris. Ce n'est pas donc justement un rapport de force qui s'est inversé parce que justement certains alliés ont sans doute peut-être cédé à la pression. Je vous ai dit, madame, c'était nous n'étions pas étonnés, c'était sans étonnement. En tout cas, nous n'étions pas du tout étonnés parce que nous connaissons le joueur, nous connaissons le jeu, nous connaissons leur façon de fonctionner. Et donc, ce n'était pas une surprise. Donc, à quoi doit-on s'attendre donc pour les prochains jours, voire même les quelques heures aujourd'hui ? Eh bien, madame, je crois que vous le savez, notre président national va se prononcer dans quelques heures, quelques jours, il va se prononcer, il va dire ce qu'il pense, il va faire sa lecture un peu de la situation, il va proposer ses pistes de sortie de crise. Mais nous, dans tous les cas, nous restons droits dans nos bottes, nous restons dans la résistance, madame. Et en tant que justement coordinatrice du PPRD de la diaspora, quelles sont les mesures que vous allez mettre en place dès maintenant? Madame, vous n'allez pas non plus me demander d'étaler ici
notre stratégie. C'est depuis des années maintenant que nous nous sommes inscrits dans la résistance et nous allons continuer de cette manière-là. La toute première chose, c'est d'abord de dire que nous soutenons à 100% notre président national parce que lui est nationaliste, parce que lui a déjà prouvé qu'il aime ce pays et que nous estimons que c'est la seule personne en mesure aujourd'hui de régler la crise parce que c'est l'homme des situations difficiles. Il l'a fait. Rappelez-vous, quand il prenait le pouvoir, c'était en 2001, le pays était déchiré, la balkanisation dont on parle aujourd'hui, mais nous l'avions vécu sous le président Kabila. Et c'est lui qui a sorti ce pays de la crise, c'est lui qui a su ramener le pays sur orbite, c'est lui qui a organisé la toute première alternance du pays, la première alternance depuis les années 60. Et aujourd'hui, dans cette crise, nous estimons, nous, au PPRD, que c'est l'homme de la situation et que c'est lui qui peut sortir le Congo du gouffre. Mais pourtant, votre président est accusé de trahison et de crimes de guerre, et votre famille politique, justement, ne s'est pas prononcée sur ces termes-là. Vous savez, madame, nous, au PPRD, au FCC aussi, on ne communique pas tout le temps, on parle quand il le faut. Et c'est un peu comme notre président national, justement. Après l'alternance, il n'a rien dit pendant pratiquement 6 bonnes années, madame. Et c'est comme ça que je vous disais, dans les heures qui suivent, il va se prononcer, il va parler à la nation congolaise. Mais pourquoi ne pas de s'être défendu avant ? Quand vous êtes en face d'un régime dictatorial, madame, à quoi ça sert justement de se lancer dans un jeu de ping-pong? Quand vous êtes en face d'un régime qui réagit même face à une rumeur, qui prend des décisions face à des rumeurs, madame, à quoi ça sert de jouer à ce jeu de ping-pong? Mais il n'a pas voulu aussi se présenter à la commission spéciale aussi lorsqu'il a été accusé. De quelle commission spéciale parlez-vous, madame? Du Sénat. Madame, je vous dis ici que nous avons en face de nous un tyran. Nous avons en face de nous un régime dictatorial qui ne respecte aucune règle. Le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, normalement, ne pouvait pas être traité de cette manière-là. Déjà, ça ne devait pas être une histoire du Sénat. Il fallait que le Parlement se prononce en congrès, madame. Y a-t-il eu congrès? Non. Et vous voulez que le président Kabila se prononce, se présente devant pareille situation? Ah non, madame. Vous savez, cet homme, Joseph Kabila Kabange, c'est un homme que nous, Congolais, que nous, Africains, devons respecter. Je venais de vous dire ici que c'est le seul des présidents à avoir réussi le pari de l'alternance. Le seul. C'est le seul Congolais de nous tous qui a été président de la République. Il a cette expérience-là. Et il a hérité d'un Congo déchiré, un Congo très en difficulté. Il a lutté pour ramener ce pays en ordre. Nous lui devons respect. Mais vous ne comprenez pas justement les méfiances justement autour de tous ces soupçons-là, le fait qu'il ne se soit pas présenté, le fait qu'il ne justement se défende pas. Quand même, il y a certains Congolais qui se méfient. Madame, pourquoi est-ce qu'il devrait se méfier d'une personne qui a justement organisé la toute première alternance du pays? Il a lutté pour ramener ce pays en ordre. Il a légué un pays entier, sans guerre, rien du tout. Quand le président Kabila prenait le pouvoir, madame, le budget de ce grand pays-là se calculait en millions. Et quand il est parti, c'était un budget en milliards. Il a laissé une armée structurée, classée 8e au niveau d'Afrique. Quelle autre preuve vous voulez? Et pendant que nous avons en face, quand je vous dis que c'est un régime dictatorial qui ne va que de fraude en fraude, vous voulez que le président Kabila, le sénateur à vie, se justifie auprès de qui déjà? Et justement, en parlant de fraude, vous ne voyez pas justement qu'il y ait des failles juridiques, en termes de juridique, le FCC invoque la loi de 2018 sur le statut d'ancien président pour protéger Joseph Kabila, mais cette loi même prévoit de lever justement cette immunité parlementaire en cas de crime grave. Est-ce que justement ce paradoxe, comment on peut le comprendre? Madame, est-ce que vous avez la loi? Parce que la même loi, d'abord c'est une loi, et dès qu'elle est promulguée, elle est opposable à tous. N'est-ce pas? Même s'il y a des brèches qui disent que ça peut être levé, madame, il y a des circonstances précises. Que disent ces circonstances? Et là, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on reproche exactement au président Kabila? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Parce qu'il a annoncé qu'il allait rentrer en RDC. Il a dit lui-même, ce n'était pas un secret, il l'a annoncé. Parce que c'est un homme de parole, c'est un homme honnête, c'est un homme correct. Et lui, il ne se cache pas, il ne va pas par le dos de la cuillère. L'annonce est venue de lui, de ses services, qu'il allait rentrer en RDC par la voie orientale. Dites-moi, madame, est-ce que ça, c'est une infraction? Quelle est cette loi qui dit que ça, c'est une infraction? D'ailleurs, la Constitution de la République, dans son article 30, dit que tout Congolais, je vais paraphraser, tout Congolais a le droit d'aller et de revenir, de visiter n'importe quel coin du pays. Alors, pourquoi est-ce que le président Kabila ne peut pas aller à Goma?
Ben déjà, est-ce qu'il y a des preuves qu'il y était? C'est un régime, je vous dis, un régime qui réagit à la rumeur. Le président Kabila, qui peut aujourd'hui nous prouver que le président Kabila était à Goma? Ça, c'est de un. De deux, même s'il y était, qui peut aujourd'hui nous dire en quoi est-ce que ça constituerait une infraction? Les prêtres de la Senko, quand ils ont commencé leur mission salvatrice, justement, ils ont sillonné, ils sont allés à Goma. Ils ont rencontré Corneille Nangaa et les forces de l'AFC. Ils sont allés même au Rwanda. Ils ont été reçus par le président Kagame. Ils sont allés rencontrer le président Ruto. Et puis, ils sont rentrés. Devrait-il aussi être sanctionné? La Goma, est-ce que le régime est en train de nous dire aujourd'hui que Goma ne fait plus partie de la RDC? Donc tout Congolais qui se retrouverait à Goma n'est plus Congolais? Madame, de quoi est-ce qu'on parle? Mais dans ces cas-là, vous ne pensez pas que le PPRD devrait lui-même demander une enquête internationale et indépendante, alors, dans ce cas-là? Une enquête. Ce que nous demandons, nous autres, nous du PPRD, nous du FCC, c'est que justement que la communauté internationale fasse quelque chose. Je vous parle ici d'un régime dictatorial qui est en train de pousser des racines et la communauté internationale ne dit rien. Où sont les sanctions? Où sont les enquêtes? Il y a des gens qui sont tués. Il y a des gens, madame, qui sont contraints à vivre en exil. Et principalement, cet harcèlement concerne les ressortissants de la partie est du pays. Je peux vous citer des noms, madame. Quand déjà, prenons le cas du président Kabila. Je vous ai un peu expliqué qui est le président Kabila, ce qu'il a fait pour ce pays-là. Aujourd'hui, le président Kabila est pratiquement forcé, contraint de vivre en exil pour sauver sa vie. Il n'y a pas que lui, madame. Il y a plus, je peux vous faire la liste des leaders politiques, des hommes d'État qui se retrouvent aujourd'hui obligés de vivre en exil. Je vais prendre l'exemple du vice-président. Il s'agit là d'un ancien vice-président de la République, Azarias Rouberois. Où est-il aujourd'hui? Forcé à vivre en exil. Je vais prendre l'exemple de Néhémie Mouilagna, un autre homme d'État. Parce qu'il est ressortissant de l'Est, il ne peut pas être au Congo. Il est en dehors, forcé à l'exil. Je peux vous citer le nom. Il y en a beaucoup. Les Barnabé Kikaya Karoubi, les patients Saïba. Et même, cet harcèlement concerne aussi ceux du Katanga, l'espace Katanga. Mais là, madame, c'est toute une liste. Moïse Katumbi, par exemple. Richard Mouyej, l'ancien gouverneur du Lualaba. Il y en a beaucoup. Francine Moumba, une ancienne sénatrice. Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Mais la liste, elle est tellement longue, sans compter ceux qui sont aujourd'hui détenus dans des prisons secrètes. L'exemple du pasteur Daniel Ngoï Mulunda, un ancien président de la CENI, s'il vous plaît, madame. Mais ce régime ne respecte rien. Cet harcèlement, et on se demande, nous, au PPRD, est-ce que le monde voit, est-ce que les gens nous regardent? Allô, le monde, allô, la communauté internationale? Madame Nkoulou, depuis le 19 avril, plusieurs partis, dont le vôtre, justement le PPRD, ont été dissous sur fond de tensions politiques et sécuritaires. Et plusieurs ONG, justement, pointent du doigt, ils s'inquiètent sur les reculs des libertés politiques et du pluralisme en RDC, comme vous l'avez soutenu. Est-ce que, justement, vous partagez ce constat? Mais vraiment, comment en est-on arrivé là? Alors qu'avant, justement, Tshisekedi et Kabila étaient alliés. Vous l'avez dit, justement, ils ont fait une transition pacifique. Comment ça se fait qu'on est arrivé là maintenant? Eh bien, madame, on a organisé la toute première alternance pacifique. Et ça, mon chapeau, je le tire au président Kabila. Parce que, comme je vous disais, c'est le seul des présidents congolais à avoir réussi ce pari. Et il a légué un pays entier, il a légué un pays avec une armée forte, une armée Mais vous pensez stable. Que cette réconciliation pourrait être possible pour l'unité, pour le bien? J'en viens, madame. Le président Kabila lègue un pays entier avec de l'argent, un pays stable au président Tshisekedi. Et nous, on s'imaginait que parce que avant qu'il ne devienne président, le président Félix Tshisekedi a excellé quand il faisait des critiques acerbes, quand il faisait des promesses aux policiers que voilà, une fois que lui sera président, les policiers auront... Il a promis beaucoup de choses. Et nous pensions justement que le donneur de leçons d'hier ferait beaucoup mieux. Mais grande est notre surprise. Et aujourd'hui, je vous le dis, la mort dans l'âme, le Congo est à deux doigts, madame, d'une guerre civile. Et c'est triste, c'est aberrant. Mais pour le bien, justement, de l'unité congolaise, vous ne pensez pas qu'il faut qu'il y ait cette réconciliation, vous, en tant que une réconciliation entre Congolais. Et c'est d'ailleurs ce que le président... Je ne sais pas, madame, si vous avez lu la tribune du président Kabila qu'il a publiée il y a quelque temps. Il a dit justement que parmi les pistes de solution, il faudrait envisager un dialogue entre Congolais, mais je précise un dialogue franc.
entre Congolais. Parce que ce que nous observons aujourd'hui, si nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette crise, c'est principalement parce que le président Tshisekedi a décidé de ne pas respecter la Constitution. Et il est allé comme ça, je vous disais que c'est allé comme ça crescendo. Eh bien, nous voulons, nous autres du FCC, nous autres du PPRD, nous voulons un dialogue franc entre Congolais, parce que nous savons qu'on a essayé ça avant et ça a marché. Nous étions à Sun City, c'était un dialogue entre Congolais avec toutes les forces. Et d'ailleurs, c'est ce que les pères spirituels ont commencé. À notre grande surprise, les pères spirituels commencent cette démarche. Bizarrement, c'est le camp du président Tshisekedi qui se met à insulter. Je dis bien insulter les prêtres. Madame, les prêtres ont commencé, les pères spirituels, ils ont commencé cette mission salvatrice. Ils ont fait l'effort de voir toutes les tendances. Ils ont vu les délégués du président Kabila. Ils ont vu les délégués, ou même une délégation du président Katumbi. Ils ont vu comme ça les grands acteurs politiques. Et au finish, jusqu'aujourd'hui, quand ils ont fini leur mission, ils ne sont pas reçus par le président de la République, madame. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, le président Tshisekedi les évite. Il les évite parce qu'il sait que les pères spirituels, la Senko, les pères de l'Église ont toujours accompagné la politique en RDC. C'est depuis la conférence nationale souveraine, depuis un moment. Ils le font toujours. Ils maîtrisent la donne. Ils la connaissent. Et le régime en place, parce que justement, ils ne veulent pas la paix, ils ne travaillent pas pour la cohésion nationale, madame, ils évitent les prêtres. Et dans cet élan, dans cet élan-là, est-ce que vous pensez que Joseph Kabila pourrait se représenter justement à l'élection de 2028? Madame, c'est notre président national et nous disons ceci. Il a l'expérience, il a l'amour du Congo et c'est l'homme des situations difficiles. Si on remonte le temps, il y a quelques années, la situation était presque similaire. Un pays déchiré, un pays dans une instabilité, mais vraiment criante. Il a su relever le défi. Alors pourquoi on tergiverse? Il est là. Il a même arrêté ses études justement pour se consacrer à la question de la RDC. Mais il est là. Pourquoi on tergiverse? La réponse est là. Madame Nkoulou, si vous voulez bien, passons désormais justement au volet sécuritaire. Que pensez-vous de la participation du gouvernement congolais aux négociations diplomatiques, que ce soit à Doha, à Washington, à l'OB, et bien même justement avec la Senko qui tente de ramener la paix en RDC? Madame, vous savez, toutes ces initiatives ne sont pas mauvaises, mais seulement à un moment donné, on se demande c'est à quel sein que nous devons se vouer. La question congolaise, pourquoi est-ce qu'elle est traitée à Nairobi, à Luanda, à Washington, à Doha, partout sauf en RDC? On se demande, à un moment donné, ça devient de trop, c'est difficile à suivre. Pourquoi ne pas suivre ce que les pères de l'Église, les pères spirituels ont commencé? Parce qu'eux maîtrisent la donne, parce qu'eux sont congolais, ils savent de quoi est-ce qu'il en retourne. Pourquoi est-ce qu'on est en train de tergiverser? À un moment donné, on est en train de tourner autour du pot. Ça, c'est le premier élément, madame. Et le deuxième, élément, madame, ce qui se passe aujourd'hui, Luanda, Nairobi, Doha, Washington, en réalité, ça ne touche qu'à un pan du problème. Mais le vrai problème, madame, aujourd'hui, d'où est partie la crise, je vous ai dit? Le non-respect de la Constitution. Si on signe un accord à Washington entre la RDC et le Rwanda, ça n'aura pas résolu le problème des Mobondo qui se trouvent à la porte de Kinshasa. Ça n'aura pas résolu le problème qui se trouve en Ituri. Ça n'aura pas résolu le problème de Corneille Nangaa. Ça n'aura pas résolu le problème du M23. Donc, on aura tout simplement déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. La crise est profonde. Le régime en place devrait arrêter de gérer le pays par défi. Arrêter de se voiler la face et regarder le problème d'en face. Les problèmes, les revendications des uns et des autres sont légitimes. Et madame, lorsque vous fermez la porte de la démocratie, eh bien, vous ouvrez la porte de la révolte. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Donc, ce qui se passe à Doha, Washington et tout ça, ce n'est pas ça la réponse. Mais le PPRD qui a dirigé le pays pendant plusieurs quand même décennies, il me semble que ces 2 décennies, n'est-il pas aussi responsable de l'effondrement du pays et bien même de la crise actuellement? Pas du tout. Je venais de vous dire, madame, que nous, parce que nous sommes le parti du président Joseph Kabila et même notre plateforme, le FC, nous du PPRD et même le FCC, nous avions accompagné le président national dans la gestion du pays. Et je vous disais, madame, son bilan, il est élogieux.
Quand il quittait le pouvoir, notre président, je répète ceci, il a légué un pays stable. Il n'y avait pas de guerre en RDC. Nous avions l'argent en RDC. Il a même laissé le plus bel héritage qu'il a laissé, c'est le code minier. C'est pratiquement une planche à billets. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir les détournements en RDC, mais ça se passe en millions. Ce sont des détournements spectaculaires. Pourquoi ils le font? Vous ne pouvez que détourner de l'argent s'il y en a. Et s'il y a eu de l'argent, eh bien, il y a une personne à remercier, c'est le président Kabila. C'est notre famille politique et le courage de le dire. Et d'ailleurs, justement, quel est votre regard sur le deal minier en cours avec les États-Unis? Est-ce que le PPRD ne craint pas des accords qui profitent davantage justement aux puissances étrangères qu'à la population congolaise? Vous savez, madame, nous avons toujours été aux côtés du peuple. C'est d'ailleurs ça, le PPRD. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est aberrant. Écoutez même l'intitulé. On nous parle de minerais contre la sécurité, minerais pour sécurité. Madame, mais c'est un bradage. Et quand ça se passe, personne ne s'émeut. Mais c'est là le problème. Et déjà, quand le président Tshisekedi est en train d'organiser ça, en réalité, ce n'est pas la sécurité pour le Congo. C'est la sécurité pour son régime. C'est la sécurité pour lui et pour sa famille politique. Quid du Congo? Quid du petit peuple? C'est comme ça que je vous disais, si jamais ils arrivaient à signer ces accords, mais ça ne résout pas le problème des Mobutu, ça ne résout pas le problème qui se passe au Katanga. Mais alors, quelles sont les pistes de solution alors? Le président Kabila l'a dit dans sa tribune. Il n'a pas cessé de dire, revenons à la case de départ. La crise, elle est venue d'où? Le problème, il vient d'où? C'est le non-respect des accords, le non-respect de la Constitution. C'est ça le problème. Tout le reste, on est en train de tergiverser. Et je vous fais bien de souligner cette histoire. Minerais contre sécurité. En réalité, le président Tshisekedi cherche à se protéger lui-même. Et c'est ce qu'il a fait. Je pense que vous aviez vu, lorsque la ville de Goma est tombée, la ville de Goma était une ville surmilitarisée. On a fait venir, le président Tshisekedi a fait venir toutes sortes de forces. Il a même fait venir des mercenaires, chose interdite par les Nations Unies. Madame, le Congo a mais vraiment régressé face à Félix, avec ce régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous vous imaginez, madame, qu'en 2025, 2024, M. Félix-Antoine Tshisekedi recourt encore à des mercenaires pendant que les Nations Unies interdisent cela, pendant qu'il y a eu cette histoire dans les années 60 avec les Bob Denard et tout ça. Et on recule de 6 décennies. Mon Dieu! Et donc la question au niveau de Lachenko par rapport justement aux puissances autres étrangères serait beaucoup plus privilégiée. Et pourtant, vous ne pensez pas que Félix-Antoine Tshisekedi méprise cette question-là? Je vous l'ai dit, madame, c'est très clair qu'il méprise la question. Et dans quel intérêt, justement, il pourrait la mépriser? Je ne suis malheureusement pas de son parti politique, je ne suis pas son porte-parole, je ne sais pas parler à sa place, mais seulement je peux faire le constat comme les autres Congolais. Nous constatons qu'il ne veut pas. Nous constatons qu'il ne travaille pas pour la cohésion nationale. Nous le constatons, madame. Pourtant, il est en train de faire justement un remaniement du gouvernement dont il a fait appel même justement aux leaders de l'opposition pour qu'il y ait cette coalition nationale. Est-ce que vous la saluez justement? Madame, on ne peut pas demander la paix à gauche et à droite allumer le feu. On ne peut pas faire appel aux leaders politiques et d'autre part se lancer dans des harcèlements. Pas plus tard qu'hier, un ancien ministre, madame, a été enlevé avec son épouse à 3 h du matin. C'est ce que vous appelez travail pour la cohésion nationale? Je vous ai fait la liste ici, elle est très longue, madame. Des leaders, des hommes d'État, des leaders politiques qui sont traqués. Il y en a qui sont tués. Alors c'est de quelle cohésion nationale qu'on parle, madame? Il y a même pas 2 mois, ou enfin même pas 2 semaines, il y a quelque temps, il y a l'un des ténors du régime, je cite là Nicolas Kazadi, qui a parlé justement de la manière scandaleuse dont est géré le pays aujourd'hui. Si on veut la cohésion nationale, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la lumière là-dessus? Comment ça se fait que ceux d'un espace précis, un espace géographique précis, eux peuvent détourner, eux peuvent prendre de l'argent, comme le disait M. Nicolas Kazadi justement, ils prennent de l'argent, ils se servent et puis ils réfléchissent par la suite comment justifier. Et tenez-vous bien, la justification ne vient jamais, mais l'argent disparaît. Eh bien, comment ça se fait que pour les gens, les ressortissants de cet espace, on ne fait pas de lumière dessus, mais on va s'attaquer à d'autres? Vous expliquez ça? C'est ce que vous appelez cohésion nationale, madame?
En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. Et pour finir, Madame Koulou, quel est le message que vous souhaitez justement adresser aux leaders politiques et à la communauté internationale dont on a parlé pour restaurer et justement bâtir vraiment une confiance et une unité durable et pour la paix en RDC? C'est fort dommage que nous sommes déjà à la fin, madame, mais est-il que le message que je vais lancer, d'abord au peuple congolais, permettez-moi de m'adresser à mes frères, c'est d'abord de leur dire de tenir bon. Nous, de la diaspora, nous sommes de cœur avec eux, de tenir bon face à cette dictature féroce. Nous allons résister jusqu'au bout. Et aussi, je vais envoyer un message d'abord à mon président national de dire que nous le soutenons vivement et nous attendons vraiment qu'il rentre justement en RDC parce que c'est lui notre espoir, qu'il rentre en RDC comme il l'a annoncé par la partie orientale, nous soutenons cela. Et les autres acteurs politiques, nous leur demandons de se joindre à notre président national parce que c'est lui qui a la réponse, c'est lui qui a la clé. À la communauté internationale, aux organisations de droits de l'homme et tout, d'ouvrir l'œil et le banc et de faire quelque chose parce que la RDC risque de disparaître, madame. Merci beaucoup Sandra Nkoulou, donc coordinatrice du PPRD Diaspora. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud pour de prochains entretiens du jour.